Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Hicham Sissi. Voilà, je suis responsable technique chez Syncom. Syncom, c'est une société de services qui travaille essentiellement sur les nouvelles techno. Ça, c'est parce qu'on travaille beaucoup avec le secteur des médias. Il y a aussi un peu de banque, d'industrie, etc. Mais c'est vraiment essentiellement du média. On travaille avec des groupes comme Arte, comme TF1, France Télé, France Média Monde, etc., Lagardère, les groupes de presse aussi, etc. L'avantage, en fait, c'est que comme c'est dans le secteur des médias, on peut se permettre de travailler avec de nouvelles technos, ce qui est un peu plus compliqué à mettre en place sur des gros existants comme en banque, en industrie, etc. C'est un peu plus lourd à migrer. Voilà, donc c'est un groupe de plus de 200 personnes. Voilà, on fait beaucoup de web, mobile. On travaille avec Sensio Labs, on est partenaire. Platinum. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de médias, il y a du mythique aussi un petit peu. Il y a un peu de mode avec H&M, et un tout petit peu de banque avec Generali et la Diac. Donc moi, je vais vous faire une petite presse rapide. Je vais essayer de ratisser large. Bon, pas trop, mais quand même. En fait, on va parler surtout de comment faire en sorte d'avoir une application performante via de la configuration de serveur, de l'utilisation de différents types de caches. Qu'est-ce qu'on peut mettre niveau front? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place niveau front pour la gestion des assets, des images, l'utilisation des CDN, des choses comme ça. Voilà. Donc là, on va partir un petit peu d'un constat, c'est que on tombe souvent, toujours à peu près sur les mêmes problématiques. Quand on travaille pour des clients grands comptes, c'est un historique conséquent, on a des besoins fonctionnels auxquels il faut répondre, qui sont assez pointus, c'est des sites à fort trafic. Qui dit site à fort trafic, il faut que la disponibilité soit parfaite, il ne faut pas que le serveur tombe, tout simplement. Il faut que les temps de réponse soient rapides. Là, pour le coup, il y a un enjeu côté utilisateur, parce qu'à partir du moment où on dépasse 0,4 secondes, l'utilisateur change de site, il ferme la page. Mais il y a aussi un gros enjeu côté référencement. Voilà. Donc les temps de crawl sont hyper rapides. Et les temps de crawl, en fait, ne dépendent pas forcément de la vitesse côté client, mais plutôt côté serveur. Ça, on va aborder ce point-là un peu plus tard, vous allez voir. Après, il y a la gestion des flux partenaires, il y a aussi la partie maintenance. Quand je parle de maintenance, c'est quand vous construisez une appli, c'est bien beau de faire en sorte qu'elle soit performante, mais si personne ne peut la maintenir après, parce que vous vous êtes dit, bah tiens, moi je suis un gros malin, j'utilise Symfony 2, Doctrine Ceylan, je le dégage, Twig Ceylan, je le dégage, je vais faire mes templates tout seul, ça sert à rien. On revient aux vieilles pratiques un peu immondes qu'on essaie d'enterrer. En termes de solutions, pour avoir des applis performantes et rapides, en fait, ça peut paraître un peu déstabilisant de voir Composer en première position. On se dit, mais qu'est-ce que ce truc fait là? Ben, vous allez voir qu'en fait, vous pouvez déjà commencer par là, dans un premier temps. Il y a quelques commandes à jouer, tout simplement, quelques petites options à connaître, et qui vous permettront d'optimiser votre application sans rien faire, sans toucher au code. Vous avez une partie cache mémoire. On va discuter un petit peu du cache mémoire, des cas d'utilisation, quand est-ce qu'on l'utilise, à quoi ça sert entre guillemets. On va parler de la pré-compilation de code. Ça, pour le coup, c'est plus quelque chose qu'on utilise, alors ça s'utilise en Java, etc., mais c'est natif. Côté PHP, ça ne l'est pas du tout. On va parler du cache HTTP. Je vais prendre l'exemple de Varnish parce que c'est le plus connu. Il y en a d'autres, hein. Mais voilà, c'est un proxy cache qui est relativement connu. Voilà. On va aussi parler de moteur de recherche. Ça, c'est une tendance qui commence à monter, qui monte depuis plusieurs années déjà. Pour ceux qui ont travaillé avec des CMS
type Drupal ou EasyPublish, vous devez forcément connaître Solar. Bon, maintenant, c'est plus Elasticsearch qui est en vogue, mais voilà. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place, qui peut servir, mais on verra à quoi ça sert et comment l'utiliser. Parce qu'on se retrouve souvent avec un moteur de recherche, c'est bien, mais si on indexe mal les datas, eh ben, c'est pas très utile. Donc on va démarrer avec Composer. Ah pardon, excusez-moi. J'ai parlé de précompilation de code, de proxy cache, moteur de recherche et d'asynchrone. En fait, là, pourquoi j'utilise ce terme, c'est fait exprès. Asynchrone, c'est pour la mise en place, pour l'utilisation de framework JS côté front. Voilà. Vous allez voir quand est-ce qu'il faut les utiliser, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, des choses comme ça. Mais pas que, parce qu'il y a aussi des impacts côté architecture. Parce qu'il y a un truc qui est très en vogue en ce moment, qui s'appelle les architectures en microservices. C'est très bien, vous allez voir, mais le souci avec ça, c'est que vous allez vous retrouver avec une archi où tout est asynchrone, et ça peut poser problème. Voilà. Donc c'est bien de le faire, mais il faut le faire intelligemment. Alors en fait, pourquoi je vous parlais de Composer tout à l'heure? C'est pas compliqué, quelle que soit l'application que vous ayez, à un moment donné, vous allez avoir, si vous faites un peu d'objets, quand même, vous allez avoir à un moment donné des classes à autoloader. Ça tombe bien, vous parlez de Composer, vous pouvez déjà commencer par optimiser cette partie-là, juste via une seule commande. Vous lancez juste un php composer.phar dump autoload avec l'option optimize, et derrière, vous allez avoir des classes maps qui sont optimisées. Et ça, c'est autant plus vrai avec PHP 7. Pourquoi? Parce que depuis PHP 7, en fait, il y a une gestion des tableaux immutables, tableaux statiques, avec des clés numériques, attention, pas associatifs, mais clés numériques, qui fait que c'est beaucoup plus rapide. Voilà. En plus, vous avez un gestionnaire de dépendance en plus dedans, donc c'est bon à prendre. En environnement de prod, ça, souvent, ça passe à la trappe, mais il ne faut pas hésiter en fait à utiliser un --no dev. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble un fichier composer JSON, mais dedans, vous avez une partie require dev. Et dedans, normalement, c'est dedans qu'on met tout ce qui sert, par exemple, au lancement des tests unitaires, les dépendances, des choses comme ça. C'est dedans qu'on les met. Le fait de lancer cette commande, ça fera que ça ne sera pas installé en environnement très prod, et derrière, ça ne figurera pas dans votre autoloading, et donc, c'est que du bonus. Voilà, ça évite de charger des dépendances qui ne servent à rien. Pareil pour les fichiers de test. Parce qu'en fait, avant, et même maintenant, on a encore une structure de projet, que ce soit avec du Zend ou du Symfony 2. En fait, vous allez vous retrouver avec votre SRC, pourquoi pas un namespace derrière, ensuite votre dossier de bundle, et dedans, vous allez retrouver systématiquement un dossier qui s'appelle test. Normalement, c'est comme ça, en fait, quand vous faites un PHP Composer install, vous allez vous retrouver avec cette structure de projet-là. Là, l'idée, c'est de prendre ce fichier, les dossiers tests, de ne plus les créer à cet endroit-là, et de les mettre soit ailleurs, soit vous les mettez ailleurs. Vous les mettez dans un dossier test, vous utilisez le PSR4 pour l'autoloading, soit vous les laissez dedans et vous dites juste à Composer d'ignorer tout ce qui ressemble à ça. Tous les dossiers qui ressemblent au slash test. Il va les faire sauter, ça ne figurera pas dans votre autoloading. Voilà. Précompilation de code. Alors ça, en fait, c'est pas compliqué, c'est Opcache. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez peut-être APC. Voilà. C'est Opcache, en fait, c'est juste la nouvelle version d'APC qu'ils ont fait sauter. Ça marche mieux, forcément, avec les nouvelles versions, etc. Il me semble que c'est dispo depuis la 5.6, si je ne dis pas de bêtises. Là, en fait, je vous décris juste à quoi ressemble une requête. J'appelle ça une requête, mais en vrai, ça peut être un appel qui est fait en ligne de commande aussi. Donc, c'est valable pour les deux. Ce qui va se passer, c'est que vous allez exécuter votre requête. Derrière, vous allez avoir le parsing PHP. Ensuite, la compilation.
Et à la fin, une fois qu'il a terminé, il va enfin faire exécuter les scripts que vous avez lancés. Le problème avec ça, c'est que c'est un souci qui est lié à PHP lui-même, qui n'est pas un langage compilé, c'est un langage exécuté ou interprété. Ça veut dire que ce qui se passe là, que vous fassiez cette requête 1 ou 50 fois, il va toujours faire la même chose. Reparser les mêmes fichiers, recompiler, pour enfin pouvoir exécuter. Alors, donc là c'était sans Opcache. Là on va voir ce qui se passe avec Opcache, en fait. Donc on va faire notre premier appel, comme tout à l'heure. Vous allez voir ici qu'il y a une mise en cache qui va intervenir en plus par rapport au début. Lors du deuxième appel, ce qui va se passer, c'est que on va faire une deuxième exécution. Opcache va aller regarder si le fichier est à jour. Cette phase-là, j'aimerais que vous vous en rappeliez, parce qu'on va l'évoquer juste après. Il va regarder si le fichier est à jour, s'il y a une nouvelle version du fichier. Si ce n'est pas le cas, il va exécuter la partie précompilée. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous aurez installé votre truc, c'est génial, j'ai lancé mon cache et tout, super. Je vous mettais un coup de Blackfire. Blackfire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super bien. Pourquoi? Parce que ça permet de regarder par où passe votre code, qu'est-ce qu'il appelle, combien est-ce qu'il consomme de mémoire, combien de temps il met, mais vraiment fonction par fonction, etc. Donc, si vous avez moyen d'installer, en plus, ça ne coûte rien. Et rien pour le coup, c'est gratuit en fait. Vous l'installez, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel type de projet, vous n'avez pas besoin d'être en mode Symfony 2, d'avoir une appli Symfony. Donc je vous disais, vous êtes content, vous avez installé votre truc et tout, mais ça ne marche pas. C'est pareil, voilà, vous avez gratté quasiment rien du tout. En gros, vous êtes fait chier pour rien. En fait, pourquoi? C'est parce que tout à l'heure, je parlais d'un truc qui s'appelle vérification de mise à jour de fichiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une requête qui est lancée, même avec Opcache activé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder si le fichier est à jour, enfin, s'il y a une nouvelle version du fichier par rapport au cache. Pour ça, c'est pas compliqué. Il va faire un accès disque, tout simplement, pour regarder. Et en fait, le problème, c'est que les accès disques sont hyper coûteux, d'où les caches mémoire, au passage. Donc, pour ça, en fait, il ne faut pas oublier de modifier un petit peu votre configuration. En fait, vous changez juste ça, vous passez Opcache validate timestamps. En fait, le validate timestamp, ce qui se passe, c'est que là je l'ai mis à 0, il faut le mettre à 0 en fait, mais normalement il est à 2 par défaut. Donc en gros, Opcache regarde toutes les 2 secondes, va regarder s'il y a des mises à jour dans vos fichiers. Donc en fait, le gain est complètement paumé quoi. Mais là pour le coup, si vous faites ça, c'est bon. A priori, c'est bon, votre truc il est hyper optimisé. De toute façon, dès qu'il s'agit de booster les performances, en fait, le point le plus crucial en PHP, en dehors du code, la façon de faire, etc., au niveau configuration, c'est vraiment ça. C'est d'utiliser Opcache sur les environnements de prod. Attention. Autre chose, ce qui va se passer, c'est qu'en passant ça à 0, ce qui va se passer, c'est que vos scripts, en fait, vont avoir virtuellement une durée de vie illimitée dans le cache. Donc on voit bien que ça va devenir problématique très vite, puisque à chaque fois que vous allez vouloir procéder à une nouvelle mise en prod, vous allez le faire, vous allez regarder, c'est génial, c'est en prod et tout, mais je ne comprends pas, ça ne marche pas. C'est pas compliqué, c'est le cache qui répond. C'est pour ça qu'il faut vider le cache à chaque déploiement. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution qu'on voit le plus souvent, c'est soit on redémarre PHP FPM, parce qu'en fait, en le redémarrant, on fait sauter tout le cache Opcache. Soit vous changez de clé. Ça, moi, je l'ai très très souvent vu. En fait, pourquoi on fait ça? Si les serveurs vous appartiennent, vous faites ce que vous voulez, vous redémarrez PHP FPM, Apache, faites-vous plaisir. Le problème, c'est quand vous avez plusieurs sites qui partagent les mêmes serveurs. Voilà, vous ne pouvez pas vous permettre, sous prétexte de mettre à jour votre site, de faire sauter tout le reste, quoi. Ça, c'est un cas en fait que j'avais vu chez pas mal de clients. Je sais pas, je vais le prendre au hasard, chez Lagardère. Lagardère, en fait, vous avez des sites comme Paris Match qui partagent des serveurs avec, je sais pas, le JDD, Europe 1, trucs comme ça. Donc là, pour le coup,
dans votre déploiement, il faut que vous fassiez en sorte de changer la clé. Voilà. À partir du moment où vous l'avez changé, c'est bon, vous pouvez y aller. Ça, c'est plutôt simple, c'est une tâche que vous pouvez automatiser évidemment. Hein. Vous mettez en place un Capifony, enfin Capistrano, un truc comme ça de déploiement et c'est plié en 2 minutes. Voilà. Donc là, on va parler, je passe au cache mémoire. En fait, le cache mémoire, c'est pas compliqué, c'est hyper simple. Ça coûte, franchement, ça coûte rien à installer. Enfin, là, j'ai pris l'exemple de Memcached. Vous pouvez très bien prendre Redis aussi. Ça marche très bien, ça marche même mieux. Voilà, à installer, c'est hyper rapide. Il faut allouer un tout petit peu de mémoire, mais c'est tout. En fait, vous avez déjà un avantage, ne serait-ce que par rapport à l'utilisation de mémoire. Là, l'exemple qu'ils viennent de donner, là, c'est un exemple, par exemple, vous avez un site à fort trafic, vous avez, je sais pas, 3 frontaux. Vous avez 3 frontaux, vous avez sur chacun des frontaux, vous avez alloué, je sais pas, 64 mégas de mémoire. Ce qui est bien avec Memcached, c'est que si vous créez un pool, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette mémoire va être partagée entre guillemets. Concrètement, ça signifie quoi? Vous avez une requête qui part, vous avez un calcul que vous mettez dans le cache, dans Memcached, en cache mémoire. Ce calcul-là, il sera disponible. Il n'y a plus besoin de le refaire sur un serveur 2, 3, 4, etc. Ça, c'est pas mal. Donc, je parlais des cas d'utilisation. C'est simple. Vu que c'est du cache mémoire, le cache mémoire n'est pas utilisé comme une base de données. Attention, ce n'est pas parce que Redis permet de persister de la data que c'est forcément une bonne idée de le faire. Alors, qu'est-ce que j'entends par persister? En gros, vous redémarrez votre serveur, vous allez perdre les données qui sont en cache. Là, je donne des cas d'utilisation. On prend, je sais pas, des notifs utilisateurs. Tiens, telle personne a liké votre truc. Tiens, telle personne a regardé votre profil sur telle plateforme, etc. Ça, c'est des choses, en fait, vous vous doutez bien que sur des sites à fort trafic, si vous jouez à faire des updates ou des inserts en base à chaque événement comme ça, c'est fini, quoi, il n'y a plus de site là. C'est pour ça qu'on utilise des caches mémoire. Ça ne coûte rien, c'est hyper rapide. C'est parfait pour ces cas d'utilisation. Cache mémoire, ça s'utilise comment? C'est juste un tableau. Vous mettez une clé, une valeur en face, et vous pouvez la réutiliser plus tard. Voilà. Donc, je parlais des requêtes récurrentes en base de données, par exemple. Vous avez, je sais pas, des tables où il y a des paramétrages qui diffèrent entre les environnements, entre prod, pré-prod, dev, etc. C'est quand même hyper intéressant de prendre ces requêtes-là, si elles sont très utilisées, de les mettre directement dans Memcached, et ça évite de créer des connexions à la base de données, etc. Là, j'ai parlé d'annotation, mais pour être plus spécifique, en fait, c'est hyper important, et c'est même nécessaire de mettre le résultat des annotations de votre code. Je vais prendre l'exemple de Doctrine. Doctrine, vous l'utilisez, vous mettez vos annotations. Derrière, vous l'aurez remarqué, Doctrine, par défaut, vous donne directement accès à un système qui permet de mettre en cache. C'est même plus très recommandé, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est la réflexion de classe, c'est comme ça que ça marche pour récupérer les annotations, etc., etc. La réflexion de classe, en fait, c'est hyper coûteux. C'est hyper coûteux, donc ça ne sert à rien de le refaire à chaque appel, etc. Vous mettez ça en cache, une fois, on n'en parle plus. Voilà, sinon, ça sert aussi pour des calculs récurrents, statiques. Je sais pas, je vais prendre un exemple. Vous avez sur votre site à un moment donné, vous dites, tiens, je commence à avoir des URL absolument énormes. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas compliqué, vous mettez un système qui permet de réduire la taille des URL, de les minifier entre guillemets. Il faut faire peut-être des appels à Twitter, à Bitly, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre ce résultat-là et le mettre dans Memcached, tout simplement. Ça peut marcher. Voilà pour Memcached, enfin pour le cache mémoire. Je vous ai donné quelques clés, quand est-ce qu'on pourrait l'utiliser, etc. Honnêtement, c'est vraiment important quand on veut jouer sur la perf et quand on veut avoir des temps de réponse rapides sur un site un peu sérieux, on ne peut pas s'en passer. C'est obligatoire, il faut passer par là. Ensuite, vous avez les caches HTTP. Alors, le cache HTTP, c'est le truc le plus flagrant en fait.
Là, pour le coup, ça permet surtout de bien gérer la charge. Vous avez par exemple un site qui tient facilement, je sais pas, une charge de 500 personnes simultanées. Sauf que vous avez des pics. Je vais prendre l'exemple de sport24.figaro.fr. En fait, c'est pas compliqué, le site tient en temps normal. Le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du easy publish derrière. Tous les CMS, je ne sais pas si vous avez déjà regardé à quoi ressemble une base de données d'un CMS, c'est juste imbitable. C'est-à-dire qu'il y a des jointures dans tous les sens, à base de 20, 30, 40 jointures, juste pour sortir par exemple un article. Donc vous n'allez pas faire ça à chaque fois, quoi. Pour chaque page. Vous êtes sur un site de news, voilà. Enfin, si vous allez faire, mais en fait vous allez voir, il y a un truc qui permet de pallier à ça, c'est d'utiliser du cache HTTP. On va prendre l'exemple de Varnish. Varnish, en fait, je vais plutôt prendre cette slide-là. Vous avez plein d'utilisateurs, j'ai mis des petits chats, ça me fait plaisir, qui envoient des requêtes, d'accord, sur votre site. Supposons qu'ils tapent sur www.lefigaro.fr. Ce qui va se passer, c'est que à chaque fois qu'il y a une requête qui va arriver, vous allez mettre en place un varnish qui va arriver devant les frontaux, les serveurs front qui, eux, pour le coup, font des vrais calculs où le PHP est exécuté, etc. Vous allez mettre un serveur varnish. Là, j'ai mis un, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce que vous allez avoir un load balancer avec 2 varnish, etc., etc. Donc, vous allez faire ça, vous mettez un varnish. En fait, ce qui se passe, c'est que varnish, comment ça marche? Vous allez envoyer une requête get et vous allez regarder. Et lui, il va regarder la ressource. La ressource, c'est quoi? C'est une URL. Je ne sais pas si vous avez dû le remarquer, les API, c'est des URL au final. C'est des routes, en fait. Il regarde, est-ce que j'ai cette ressource-là en cache ou pas? Si je ne l'ai pas, qu'est-ce que je fais? Je transmets ce truc-là à un front qui va me répondre. Là, pour le coup, là, en fait, il va envoyer la requête à un front, mais il n'y a pas un front spécifique. Il va en envoyer une, quel que soit le front, en fait. Il va se faire plaisir, il va dire, tiens, là, c'est le 2, c'est le 3. En fait, il va faire en sorte de répartir la charge. Voilà. Qui est chacun, là, il y en a 4, qui est chacun, je sais pas, 25% pour répondre. Derrière, une fois que le calcul est fait, la page HTML est prête, tout a été fait, les appels API, les machins, les trucs, il va resservir la réponse. Varnish va récupérer cette réponse-là, et attention, il va la mettre en cache si c'est demandé. Et derrière, il va resservir la même réponse à tous les utilisateurs qui demandent cette même ressource. C'est pour ça que quand vous regardez les stats des serveurs, vous allez souvent voir un serveur Varnish blindé de requêtes, je sais pas, 1 million de hits dessus, et vos fronts, ça bouge pas, quoi. Pourquoi? Parce que toutes les réponses sont dans le cache, il n'y a pas besoin de requêter encore une fois les fronts pour refaire du calcul, etc. C'est un peu plus compliqué que ça dans la vraie vie, mais voilà. Donc le cache HTTP, en fait, c'est pas compliqué. On passe par des méthodes, des verbes HTTP pour piloter. Le get, c'est pour récupérer une ressource. Le post, c'est pour créer une ressource. Le put, c'est pour écraser une ressource, la mettre à jour, tout simplement. Vous avez le délai pour la supprimer. Option, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous créez une application, je sais pas, avec du React.js ou de l'Angular, ou peu importe, vous avez en fait un site internet ou une application qui est construite avec un framework JS. Et en fait, comme c'est un framework JS, c'est très bien pour le front, mais il faut des datas. Pour avoir les datas, il va envoyer des requêtes vers une API, qui de préférence sera RESTful. Ce qui se passe, c'est qu'avant chaque requête qu'il va envoyer, il va faire ce qu'on appelle une requête pre-flight. Une requête pre-flight, en fait, c'est une requête option. Il va prendre la route, il va envoyer derrière une requête option au serveur, il va lui dire « Coucou, qu'est-ce que je peux faire sur cette route ?» Pour savoir qu'en fait, il faut faire très attention au nom de domaine et même au nom de sous-domaine que vous utilisez pour votre API. Ça, moi, je recommande personnellement de mettre vos API sur le même nom de domaine. Vous mettez juste, vous les préfixez toutes les routes API par un slash API. Ça vous est, en fait, en termes de performance, mais c'est hyper coûteux. Parce que c'est simple, c'est pas, c'est chaque requête, quoi.
il y a un peu de cache, etc. Mais honnêtement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, autant mettre votre API dans un sous-dossier, on n'en parle plus. C'est plié. Ça ne sert à rien de se créer tout seul des problèmes, enfin de résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas autrement, quoi. Vous avez donc la méthode add. La méthode add, en fait, on connaît souvent en fait, les get, post, put, delete. Je n'ai pas parlé du patch, mais le patch, en fait, c'est juste pour une modification partielle. Et au passage, c'est un truc qui est généralement très mal utilisé. C'est pas correctement implémenté. Vous avez aussi des requêtes add. Le add, en fait, c'est pas compliqué. En fait, au lieu de faire une requête get vers une ressource, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez envoyer un add, le serveur va répondre, mais sans l'objet, en fait. Sans le body, pardon. Vous allez avoir juste les entêtes de la réponse. Il va faire ses calculs, comme d'hab, enfin, il n'y a rien qui va changer. C'est juste qu'il ne va pas envoyer le body avec. Ça permet de gagner énormément de temps quand on veut vérifier certaines choses. Est-ce qu'il y a une nouvelle version de telle API, telle ressource, des choses comme ça. Mais c'est très peu utilisé, honnêtement. Et ensuite, vous avez ce qui est un peu moins connu encore, c'est les bans et les purges. Les bans et les purges, en fait, c'est avec ça qu'on pilote, entre guillemets, Varnish. On le pilote aussi avec les headers. Le MaxEdge, SMaxEdge, dont je vais parler, le Content Type, etc. Vous avez les codes HTTP qui sont balancés, je sais pas, les codes 400, c'est plutôt des erreurs clients, les codes 500, c'est plutôt serveur. En fait, les bans et les purges, c'est ce qui permet de sortir une ressource de Varnish. Pour lui dire, ça, je veux que tu le décaches, tu le sors du cache. Je sais pas, vous avez un back-office, un CMS. Un éditeur modifie un article, il modifie le titre, il fait ce qu'il veut, enfin bref. Ce qui va se passer, c'est que tant que vous n'aurez pas envoyé un ban ou un purge, Varnish, il est bête et méchant, et va resservir toujours la même ressource qui est dans son cache. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut explicitement la sortir, ou bien vous avez, comme sur plein de sites de news, en fait, ils ne se font pas chier, entre guillemets. Ils mettent directement 2 minutes de cache partout. Ils se disent c'est suffisant. La home page, allez, on va mettre 1 minute histoire de. Voilà. Comme ça, les éditeurs, ils gueulent pas trop, tout le monde est content. Et surtout derrière, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez l'intention de construire une vraie stratégie de cache, c'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Parce que vous avez un article qui remonte dans la home page, peut-être qu'il va remonter dans une catégorie, une sous-catégorie, dans des blocs. Donc tout ça, il faut être capable de le détecter. Donc pour pouvoir le détecter, il y a des choses à mettre en place, il y a des règles métiers qui viennent rentrer en jeu. Enfin, c'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Donc les deux, en fait, permettent de sortir des ressources, sauf que elles ne fonctionnent pas forcément de la même manière. En fait, il y en a une déjà. Le purge, en fait, c'est simple. Vous lui dites, je veux sortir la ressource immédiatement. Vous donnez une URL exacte, il va la sortir. Le ban, c'est différent. Le ban, en fait, vous pouvez, c'est une espèce de soft delete. Et il va quand même la sortir, cette ressource, mais c'est un peu un soft delete. Et l'avantage avec ça aussi, c'est qu'on peut sortir du cache, carrément des patterns d'URL. Je peux lui dire, sors-moi tout ce qui est en dessous de la catégorie, je sais pas, société. Société, étoile, il va tout dégager. Voilà. Chose que vous ne pouvez pas faire avec des purges. Voilà. Alors en fait, vous allez avoir, donc je parlais des headers HTTP, souvenez-vous du MaxEdge et du SMaxEdge, je vais rebondir dessus juste après. Vous avez l'Edge, le Content Type, vous avez d'autres headers, enfin bref. Déjà, il faut savoir quel cache est-ce que vous souhaitez, quel cache utiliser pour stocker une ressource X ou Y. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, dans le cache, si vous regardez, en fait, vous avez un cache navigateur. Un cache navigateur client. Il est chez vous, sur votre machine. Et vous avez un cache public. Le cache public, en fait, ça se pilote avec du SMaxEdge. Le cache privé, c'est du MaxEdge. C'est pas la même chose. Exemple, vous vous dites, bah tiens, moi sur mon site, j'ai pas envie de mettre je vais pas mettre de cache privé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cache côté client. Ce qui va se passer, vous allez voir une recrudescence des hits sur vos varnish. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une ressource qui est demandée,
tiens, j'ai que du SMaxH, je fais quoi? Je vais demander la ressource côté serveur. Et le serveur va dire, bon, ben voilà, la ressource je l'ai pas, etc. Voilà, le cache privé, en fait, ça sert aussi beaucoup, c'est surtout utilisé pour les assets. Pour ça, vous allez voir, sur des fronts, sur des sites internet, vous allez voir par exemple des noms de fichiers JavaScript qui se terminent par point d'interrogation V égale un timestamp. Ben voilà, sachez que c'est directement dans votre cache et tant que ça ne bouge pas, il ne va plus regarder ailleurs. C'est pour ça qu'on peut se permettre de les mettre 30 jours dedans. Mais je vais expliquer juste après pourquoi en fait on ne s'amuse pas trop à mettre des caches privées trop longs. Parce qu'en fait, comme c'est sur votre navigateur, lui il ne va pas aller requêter après. Vous lui dites c'est bon, ce cache-là il est bon pour, je sais pas, 3600 secondes. Si la ressource, si le truc il bouge en face, côté serveur, il ne va pas aller regarder. Ça va rester là. D'où la version qui est mise dans les assets en fait. D'où le point d'interrogation V égale le timestamp. Comme ça, côté serveur, j'ai une modification qui passe. Je change juste le numéro le timestamp. Le navigateur il regarde, tiens, je ne l'ai pas, je prends. Voilà. Alors, donc ça c'était pour les caches privées et publiques. Après vous avez d'autres façons d'invalider le cache. Hein. Vous avez par expiration, par invalidation, etc. Vous pouvez utiliser aussi, je ne l'ai même pas marqué, mais vous avez d'autres moyens en fait où vous mettez carrément un numéro de version sur vos objets. Et en fait il faut que le client prenne cette version là et la renvoie en fait. Il la renvoie dans sa requête et selon la version qu'on a, côté serveur, on regarde, tiens, moi j'en ai une autre, je rebalance une nouvelle ressource. Et ça s'appelle... Vous avez trop de mémoire, j'en parlerai tout à l'heure. Sinon vous avez les grace periods. Ça c'est hyper pratique quand vous avez un site qui est en rade. Votre base de données elle est par terre, votre moteur de recherche, que sais-je, vous êtes mal. En fait, ce qui est bien, c'est que la grace période, en fait, ça vous laisse un peu de temps pour réagir. On ne met pas des grace périodes d'1 heure. On met des grace périodes de 10 minutes, un quart d'heure. En fait, ce qui se passe, c'est que, en tant que client, vous allez sur le site, tiens, la homepage, elle est pareille. Ça marche, mon truc, il marche. Mais il me dit, c'est bizarre, je regarde les logs, il y a tout, je vois des erreurs partout, ça marche. Enfin, c'est pas censé marcher, quoi. C'est pas compliqué, vous faites un coup de FViews, vous regardez votre console, et vous allez avoir un gros 500 en erreur en code HTTP qui est renvoyé. Ça veut dire qu'effectivement, votre site, il est par terre. Et que s'il tient pour le moment, c'est juste grâce à cette fameuse grace période. Voilà. Le cache HTTP, ça sert aussi à cacher des fragments de pages. On appelle ça aussi des Edge Side Include. C'est des ESI. Vous allez entendre parler de ESI. Je prends le framework Symfony, en fait. Dans les méthodes de render qu'il possède, vous avez le render normal, vous avez le render hInclude. Ça, c'est plutôt du rendering asynchrone. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Et vous avez le render ESI. Alors, en fait, c'est comme d'hab. Varnish, il fonctionne par URL. Vous avez une route, une URL, elle est dans le cache, quelle qu'elle soit. Hein. Faites-vous plaisir, quelle qu'elle soit. Derrière, si elle est dans le cache, il la resserre, tout simplement. Et pareil, vous pouvez lui définir ses propres headers, etc. Ce qui permet, je sais pas, vous avez un site de news, vous avez une partie avec les articles les plus populaires qui remontent et sur la homepage et sur, je sais pas, 300 000, vous avez 300 000 articles, 300 000 pages, 300 000 URL, ça remonte dedans, vous n'allez pas le recalculer à chaque fois côté serveur, même si vous avez du cache sur les pages elles-mêmes, les 60 secondes, je sais pas. Vous pouvez très bien vous permettre de mettre beaucoup plus de cache sur les fragments. Vous pouvez mettre, je sais pas, 6 heures, 12 heures, parce que vous savez que tel ou tel fragment ne va pas du tout bouger, quoi. Ce qui arrive souvent, par exemple, je sais pas, avec les headers et les footers. Pareil. C'est des choses qu'on n'a pas besoin de recalculer, quoi. Donc ça permet de cacher des fragments de pages. Sachez aussi que vous pouvez même définir des pages d'erreur pour les fragments. C'est-à-dire que vous avez votre page,
ça a dû vous arriver, peut-être sur des sites de streaming. Vous avez votre page, et en fait, à un moment donné, vous voyez serveur, unavailable, 503, machin, et c'est juste un bout de page. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est qu'il y a un nœud ici derrière. Voilà. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de mettre en cache les erreurs. Pas trop longtemps non plus. Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez une page qui est sollicitée, énormément sollicitée. Ce qui va se passer, c'est que Varnish, lui, quand il renvoie des erreurs, etc., c'est pas lui qui les renvoie en vrai, c'est vos fronts qui sont derrière. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas une 200, il va tout simplement continuer à requêter votre serveur. Vous avez 10 000 personnes qui requièrent la même ressource, eh ben vous allez manger 10 000 erreurs, bah, le site va tomber. Il y a tout qui va se fracasser, quoi. Si vous avez une erreur sur une page, bah, ça peut potentiellement vous faire tout tomber. C'est pour ça que c'est quand même bien de les mettre un tout petit peu en cache. Et sinon, vous avez les pages 404, généralement ça bouge pas trop, c'est la même gueule, on les garde. Pour le débogage en prod, en fait, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez mis en place votre Varnish, que ce soit sur la pré-prod, la prod ou même un environnement d'intégration, vous doutez bien que quand il y a des modifs, vous avez envie de voir tout de suite si ça marche ou pas, quoi. Au lieu d'attendre, je sais pas, 2 minutes, 3 minutes, selon les sites. En fait, ce que vous pouvez faire, vous avez généralement dans toutes les DSI, en fait, on vous donne les URL des back-ends. Ces URL, en fait, s'appellent par exemple, je sais pas, serveur1.lefigaro.fr. C'est des serveurs qui ne sont pas destinés au public, qui ne sont accessibles que dans un certain sous-réseau, et ça permet de bypasser le cache. Voilà. Donc ça permet aussi de voir si vous avez des parties des parties de votre page qui sont rendues avec Varnish, vous allez voir plein de blocs vides en fait. Ça veut dire que vous allez juste voir directement les instructions de SI include dans le code source, mais c'est tout. Vous allez voir plein de blocs vides, mais par contre, ce qui est vraiment calculé, vous allez le voir sur votre page. Ça permet de débugger rapidement. Et sinon, il faut penser à savoir repérer la grace période quand il y en a une. Voilà. Donc c'est pas compliqué, F12, console. Voilà. Alors, moteur de recherche. Alors, c'est pas moteur de recherche, attention. On parle pas de la page de recherche. Il y en a plein qui se trompent. En fait, on parle de quoi? Les moteurs de recherche, c'est genre Solar, Elasticsearch, et il y en a plein d'autres. On peut même, non, c'est plutôt une mauvaise idée, mais on peut même utiliser des bases NoSQL comme MongoDB en mode moteur de recherche. On peut très bien faire actuellement de la recherche texte sur du MongoDB. C'est juste qu'on a quelques limitations. Le calcul du score est peut-être un peu différent. Les moteurs de recherche, c'est quand même fait pour. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Alors, moteur de recherche, c'est performant. C'est hyper rapide. C'est bête et méchant. Il n'y a pas de relation, etc. C'est du NoSQL. Vous mettez directement toutes vos data temps. Vous les indexez comme vous le voulez, avec la structure que vous voulez. Ça passe. Il faut quand même un peu configurer, mais ça passe. Du coup, on peut être tenté de se dire, bon bah, c'est une base de données, quoi. Mais en fait, non, c'est pas une base de données, en fait. Prenons l'exemple d'un site où vous allez avoir, je sais pas, je vais prendre un site, je vais parler de la télé un peu. Vous avez des programmes qui ont des programmations qui sont prévues. Il y en a plein qui sont dans le passé, etc., etc. Ils ont des vidéos, certaines dont les droits sont toujours bons, d'autres qui ont des droits qui ont expiré. En fait, quand vous allez indexer vos données, il faut les indexer de manière intelligente. Et c'est là où il y a la valeur ajoutée de ce truc-là. C'est que vous allez prendre ce qui est exploitable. Vous utilisez votre moteur de recherche pour les fronts, et là, vous n'allez indexer que ce qui est exploitable. Vous n'allez pas vous amuser à indexer entre guillemets des datas périmées, quoi. Ça ne sert à rien, ça gagne votre index, ça coûte de l'argent, parce que c'est quand même de l'espace disque. Hein. On parle de techno open source, mais quand même, quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est de qualifier vos données, faire les précalculs s'ils sont nécessaires,
et ensuite les indexer pour avoir tout de suite des datas prêtes à l'emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à indexer des datas brutes, sachant que derrière, vous allez refaire des calculs dans tous les sens. Vous allez peut-être même devoir refaire derrière encore des requêtes vers Elasticsearch, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Elasticsearch, quand vous regardez comment ça marche, c'est une API en fait. C'est une API que vous requêtez. Vous requêtez avec du cœur ou que sais-je, du HTTP normal. Le problème, c'est que ça a beau être rapide, un appel HTTP, il y a un coût. Il y a le coût de la requête et derrière le coût de la réponse. Le calcul est certes hyper rapide côté Elasticsearch, mais il faut télécharger la réponse. Donc en fait, plus vous ferez de requêtes vers Elasticsearch ou Solr, plus ça coûtera en termes de temps de réponse. Et du coup, quel intérêt d'avoir fait tout ça? Donc l'idée, c'est vraiment de tout précalculer. Vous avez par exemple un article, vous dites, tiens, un article, moi ce dont j'ai besoin pour mon front, je cible. Je vais avoir besoin d'un titre, d'une description, d'une image, peut-être une vidéo, etc. etc. J'indexe tout d'un coup. Comme ça, quand je récupère le tout, tout est prêt. Voilà. Il n'y a plus besoin de faire des requêtes dans tous les sens, des jointures, des machins. Voilà. Alors les avantages dont on parle, ça expose une API simple d'utilisation. En fait, c'est hyper simple. Vous installez Elasticsearch, vous pouvez très bien taper dessus depuis votre navigateur. Ça marche. Évidemment, pour l'exploiter un peu plus, pour tester un petit peu les facettes, etc., là, il vaut mieux envoyer des vraies requêtes avec du JSON. Dans ce cas-là, un simple Postman suffit. Donc les temps de réponse sont bien plus rapides. En fait, quand je dis comparer à une base de données simple, si, c'est bien utilisé. Il y a le si derrière. Donc il bénéficie d'un système de cache. Exemple. Vous avez une requête qui revient souvent, lui en fait il a un système de cache interne qui gère. Après vous avez des calculs de score, de pertinence, de résultats, etc. etc. Ça se retrouve. Où est-ce qu'on voit ça souvent? C'est pas forcément sur les sites de news, c'est plutôt sur les sites d'e-commerce. Vous allez sur Amazon, vous faites une recherche, vous remarquerez qu'il y a des résultats qui vont remonter et qui vous sembleront tout de suite plus pertinents que d'autres. Quand vous allez sur un autre site, dans un concurrent, etc., justement, c'est grâce à des trucs comme ça. On pondère en fait la réponse, le score de la réponse selon certains critères. Vous pouvez aussi utiliser la recherche texte, ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire quoi? Tiens, je veux remonter tous les articles où, je sais pas, Marine Le Pen remonte. C'est pas compliqué. Si vous utilisez une base de données relationnelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cibler champ par champ. Alors qu'avec ça, en fait, c'est hyper simple. Vous mettez en mode recherche textuelle, vous mettez juste les index qui vont bien et c'est fini. MongoDB permet de le faire. Il a juste une restriction, c'est que vous ne pouvez pas faire plus d'un index par collection, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. D'index texte. Certains diront autant créer une vue en base de données. Non. Si vous dites ça, c'est que vous avez. J'ai pas dû être hyper clair. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, ne serait-ce que pour l'API, vous l'avez pas, quoi. Vous l'aurez pas. Alors les pièges, indexer les data brutes n'a aucun sens, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Attention à la taille de vos objets. Alors ça, pour le coup, c'est un truc un peu vicieux. Pourquoi? Parce que quand vous avez votre application, PHP 7, Symfony, ça dépote, ça marche super bien et tout. J'utilise Elasticsearch, je suis un gros malin, je mets tout dans un seul objet. Le problème, c'est que si vous avez une limite mémoire qui est basse, un mémoire limite, peut-être, je sais pas, qui est à 64 ou 128 mégas, ce qui va se passer, c'est que JSON Decode, comment il marche? Il prend toute la string qu'il a, quelle que soit sa taille, il la prend, et il va faire JSON Decode. JSON Decode, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un tableau derrière. Et ça, c'est pas compliqué. Les tableaux et PHP, c'est connu, ça explose la mémoire. Voilà. Et là, vous êtes bien embêté parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir créer, et il y a des gens qui l'ont fait, ils sont quand même chauds, il y a des gens qui ont créé des JSON Stream Decode. C'est-à-dire qu'ils ont un truc qui va aller parser la string caractère par caractère
et détecter à un moment donné, bah tiens, là j'ai un objet complet, c'est bon, je vais regarder à quoi il correspond, etc., etc. Il y a des gens qui ont fait ça, qui font ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils n'ont pas le choix. Moi j'ai essayé de chercher une autre solution, je n'ai pas trouvé, à part limiter un peu le nombre de jours qu'on remonte, leur taille et des choses comme ça. Donc je parlais tout à l'heure du nombre de requêtes nécessaires. Voilà. Donc attention, faites bien attention à bien indexer les datas les plus pertinentes. Pour ça, vous les qualifiez. Vous travaillez sur un site internet, vous regardez le front, il a besoin de quoi? L'application mobile a besoin de quoi? De choses comme ça. Je vais vous donner un exemple. Vous travaillez dans un grand groupe, vous avez besoin de remonter des articles. Vous indexez vos articles dans Elasticsearch. Tiens, l'application mobile se dit, tiens, nous aussi on va utiliser votre API, c'est génial, ça marche bien, on a envie de faire la même chose. Le souci que vous allez avoir, c'est que vous êtes sur un article, vous allez avoir des URL, ce qu'on appelle des textes enrichis, dans les descriptions de vos articles, l'article lui-même, quand vous allez commencer à lire, etc. Vous êtes sur votre téléphone, tranquille, sur votre appli, ça marche bien, ça appuie. Vous cliquez dessus, vous allez retomber sur votre site, sur le site en fait. On est d'accord qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est complètement pourri, quoi. Je suis sur l'appli, je clique sur un article de l'appli, de la marque elle-même, et je retombe, je ressors vers le site. En fait, c'est pas compliqué. Vous pouvez jouer avec Elasticsearch pour indexer une deuxième version de votre contenu destiné au mobile. Pourquoi je parle d'indexer une deuxième version? Parce que l'exemple que je vous ai donné, vous allez vouloir peut-être jouer sur les tailles d'image, les adapter au mobile, sur les liens, mettre des liens internes à l'application. Tout ça, vous allez le faire comment? C'est pas par magie, vous avez beau être malin, il va falloir à un moment donné passer par des regex. Si vous faites des regex, vous allez les faire de toute façon, quoi qu'il se passe, vous allez les faire. Ne serait-ce que pour créer votre deuxième version. Mais c'est hyper coûteux. Ça marchera, mais c'est hyper coûteux. Voilà. Donc le plus intelligent, c'est de faire du pré-calcul. J'indexe et j'utilise. Alors côté front, alors là, comment dire, c'est là où en fait il y a beaucoup de choses qui se jouent côté front. Vous pouvez déjà mettre en place énormément de stacks techniques. Vous pouvez utiliser du Webpack pour découper votre projet en modules. Vous pouvez même récupérer les CSS et les JS avec ça. Vous pouvez charger à la demande, c'est-à-dire qu'en fonction de la page où vous êtes, vous allez charger telle ou telle ressource. Voilà. Vous allez avoir vous pouvez utiliser du grunt et du gulp. Ça c'est pourquoi? Ça c'est pour automatiser les tâches de concaténation et de minification de fichiers JS et CSS. Vous pouvez créer des sprites, vous savez les petits pictos que vous voyez. Vous pouvez créer des sprites, en profiter pour versionner vos assets, des choses comme ça. Voilà, il faut penser au DNS prefetch. Alors, il y a un truc aussi, je vais en parler avant d'oublier, s'il y a moyen d'avoir une régie pub asynchrone, ça, c'est le top. Ça, c'est le top, il n'y a pas photo, vous prenez n'importe quel site en termes d'expérience utilisateur. Si la pub est chargée de manière synchrone, c'est fini, vous êtes cuit. Enfin, c'est pas que vous êtes cuit, mais enfin, vous n'êtes pas magicien, quoi. À un moment donné, ça va se voir. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de régies pub qui acceptent le chargement de leur publicité en asynchrone, en Ajax pour faire ça. Donc pensez au DNS prefetch. DNS prefetch, c'est quoi? En fait, quand vous regardez, ça a un coût en fait. Ça a un coût. À chaque fois que vous allez que vous utilisez votre navigateur pour aller sur un site, à chaque fois qu'il y a un chargement d'un fichier sur un nom de domaine différent, les noms de domaine de pub, les noms de domaine des, je sais pas, les CDN par exemple, vous avez des CDN, vous avez des choses comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'il va sentir, il va aller résoudre, il va faire une résolution DNS. Et en fait, il vaut mieux qu'il fasse toutes les résolutions DNS d'un coup. Ça prend moins de temps, c'est beaucoup plus rapide. On gratte un petit peu avec, hein. C'est pas énorme, mais on gratte quand même. Si on est là pour la perf, on fait ça. Ça mange pas de pain, ça prend 10 minutes à régler. Crac, c'est fait, réglé, plié, c'est propre. Vous déclarez tous les domaines, noms de domaine, en DNS prefetch, et il le fait, c'est fini. Ça, pour le coup, c'est vraiment le plus simple à faire. Et n'hésitez pas aussi à mettre les noms de domaine des pubs. Donc vous avez stocké les images sur un seul serveur.
le filer et le mettre sous CDN. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, les CDN, pourquoi on utilise vraiment ça en fait? Vous avez un site qui est hyper connu, enfin relativement connu, qui est connu en France, je ne sais pas, je vais prendre libé.fr, tf1.fr, j'en sais rien, des trucs, mytf1.fr, des choses comme ça. Imaginez que vous avez un site en fait international. Bah tiens, je vais prendre Amazon. Pourquoi j'ai pris libé? Je vais prendre Amazon. Amazon, ils sont présents aux États-Unis, en France, etc. Leurs serveurs, ils sont hébergés, supposons qu'ils soient hébergés en Irlande. Le truc, c'est que faire une requête des États-Unis jusqu'en Irlande, ça a beau être rapide, c'est lent. Ça reste lent. On peut facilement avoir des temps mais hyper hauts. Des temps de réponse qui sont vraiment pourris. Ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des box CDN qui sont hébergés directement dans les zones où on a le plus de trafic. Ça veut dire qu'il faut étudier en amont d'où est-ce que mon trafic provient, de quelle ville. Ça vient de New York, de Montréal peut-être. Il y a peut-être une communauté je sais pas, franco-française qui va regarder souvent le site de Paris Match ou du Figaro. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des box CDN. Dedans, on peut mettre les CSS/JS, on peut mettre les images aussi. Et ça permet d'accélérer les temps de réponse. Voilà. Les plus gros malins, les sites à qui ça profite le plus, c'est les sites en fait qui ont des contenus statiques. Parce qu'eux, ils n'ont pas à s'embêter, ils mettent directement tout leur site, s'il est pré-généré. C'est un peu à l'ancienne quand même, hein, parce que maintenant il y a quand même Varnish et des systèmes de cache un peu sérieux, mais ça leur profite quand même beaucoup, parce qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Sinon, dernier point, on peut penser au local storage, session storage. Il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent, ça peut servir. C'est du cache navigateur. Ça ne mange pas de pain, on peut l'utiliser. Si on a des calculs qui sont côté client, des choses comme ça, ça évite de les refaire. Alors l'asynchrone, là, ça va aller vite. L'asynchrone, tout le monde connaît. Hein. Ajax, en asynchrone, bah, c'est simple, ça veut dire envoyer une requête sans attendre la réponse, entre guillemets, et faire appel à une callback pour effectuer des traitements derrière qui sont liés à la réponse elle-même. Donc là, pour le coup, vous avez énormément de frameworks en ce moment. Vous avez du React avec du Flux ou bien du Redux, vous avez de l'Angular, Backbone, etc. Tout ça, c'est très bien. Il faut faire attention, par contre, à plusieurs choses. Parce que ces fameux frameworks, en fait, ils sont très bien quand on veut construire une single app, single page app. Le problème, c'est que Google, il fait comment pour crawler ça? Bah, c'est pas compliqué, il le fait pas. Il regarde même pas. Et pourtant, Google, c'est eux qui ont sorti Angular. On dit, oui, il y a peut-être, non, il n'y a pas moyen. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on génère une version statique de son site. On fait tourner un Node.js côté serveur qui va aller faire du deep linking et qui va regarder site par site, enfin URL par URL, et qui va créer carrément une page avec l'URL qui va bien, une page .html qui va la générer au niveau du front. Et ça, c'est destiné en fait au moteur de recherche en fait. C'est un palliatif entre guillemets. Mais vous pouvez très bien utiliser React ou Angular couplé avec des symphonies côté front. On l'a déjà fait, ça marche. Franchement, ça marche quoi. Voilà, donc il faut faire attention aussi à la partie API. Donc il faut avoir une API, au moins une source de data qui permet de récupérer des trucs en JSON. Il faut faire attention au nom de domaine, ce dont je parlais tout à l'heure. Là pour le coup, si vous ratez dans les noms de domaine, honnêtement ça coûte hyper cher en termes de performance. Les vieux navigateurs peuvent poser problème. Pourquoi? Parce que les requêtes cross-domaine, ils n'aiment pas trop en Ajax. Il y en a même qui les interdisent complètement. Donc, bon, maintenant, j'ai envie de dire, entre guillemets, on s'en fout. Pourquoi? Parce que tout le monde maintenant a basculé sur au moins IE10, j'espère. Et encore IE10, c'est un peu vieux. Voilà, donc je disais attention au SEO. Attention au SEO parce que même si vous le coupez avec un framework Symfony côté front qui va render des vraies pages, etc., il faut bien cibler ce que vous pouvez charger en asynchrone ou pas.
Voilà. Si vous ne passez pas par un moteur Node.js qui va derrière générer les pages HTML statiques et vous le couplez avec un framework Symfony 2 ou autre côté front, il faut faire attention à ce que vous chargez en asynchrone ou pas. Parce que ça, c'est un coup à se retrouver avec un référencement tout pourri, pour faire simple. Le moteur de recherche passe, il regarde ce qui est chargé du premier coup par le serveur, il ne voit pas tout le reste. Voilà. Résultat, on se retrouve dans des situations comme ça. A l'inverse, il y a des choses qui sont intéressantes à charger de façon asynchrone. Exemple, j'ai un site de news, de VOD, que sais-je, j'ai un nombre de vues que j'affiche, un nombre de commentaires, un nombre de partages, choses comme ça. Ça n'apporte strictement rien, entre guillemets, à l'utilisateur. Enfin, c'est pas essentiel en fait. C'est pas essentiel non plus. Enfin, ça peut être essentiel pour l'utilisateur, entre guillemets, mais pour le moteur de recherche, on s'en fout quoi. Qu'un article ait 10, 15, 20 commentaires et afficher juste le nombre. C'est pour ça en fait qu'il faut. Ce genre de choses, quand on les passe en asynchrone, on voit tout de suite un impact côté front. Merci à tous d'avoir écouté.